Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Mémorial de la Shoah pour cette rencontre exceptionnelle cet après-midi donc avec Gisèle Flax qui va nous donner son témoignage. Je voulais juste dire un petit mot pour expliquer comment les choses vont se dérouler cet après-midi. Donc Gisèle Flax a pour principe de donner le récit de son histoire sans incorporer des éléments vraiment à hauteur d'enfant. C'est un témoignage à hauteur d'enfant, tel qu'elle l'a vécu, tel que sa mémoire permet de restituer certains éléments. Elle avait 4 ans en 1939. Donc, bien sûr, au fur et à mesure, vous avez acquis des éléments d'information complémentaires sur votre histoire, mais ces éléments ne viennent pas se réincorporer dans votre récit. Vous allez faire d'un seul tenant raconter votre histoire. Et Véronique de Montfort, qui est à vos côtés, depuis plusieurs années, vous cheminez ensemble. Vous avez fait toute une série de recherches qui vous ont permis d'éclaircir les points, les éléments qui sont forcément dans un récit d'une personne si jeune, des zones de flou, d'imprécision, des ellipses. Et vous avez pu, et il y a parfois des travaux très récents, l'accès à des nouveaux éléments d'archives ou de témoignages qui vous permettent de compléter de votre côté, mais ça ne vient pas se réincorporer dans le récit. Et là, aujourd'hui, comme vous en avez l'habitude, vous allez partager sous forme de documents projetés les éléments complémentaires sans que ça vienne interférer dans l'histoire dans votre histoire que vous racontez, Gisèle Flax. Voilà. Et suite à la rencontre, donc vous pourrez acquérir l'ouvrage de Gisèle Flax, Sous terre pour survivre, parcours d'une enfant juive. Et en avant-première, puisque la bande dessinée va tout juste paraître, je crois qu'elle n'est même pas encore parue, et l'auteur est ici avec nous également, David Peters. Sous terre pour survivre, voilà, le premier tome. Donc, on aura l'occasion de vous la faire découvrir tout à l'heure. À mes côtés, Marie Moutier-Bitan, vous serez en conversation avec Gisèle Flax, et vous nous proposerez donc une introduction de contexte historique. Vous êtes chercheuse associée au CERSEC. Vous travaillez notamment sur les relations entre les populations juives et non juives en Bessarabie et en Bucovine, dans l'entre-deux-guerres et durant la Shoah. Vous êtes, on peut le dire, pour ce qui concerne l'historiographie française, une des toutes meilleures spécialistes, et c'est vous qui êtes vraiment pionnière sur ces travaux en histoire aujourd'hui sur cette région. Vous allez nous donner quelques clés avant le récit de Gisèle Flax. Vous avez, pendant à peu près 10 ans, travaillé notamment auprès du père Patrick Desbois et de ses équipes avec l'association Ayad Innoum. Voilà, votre thèse avait pour titre « Permis de tuer, la première phase de l'extermination des Juifs en Galicie orientale, 22 juin, 1er août 1941, sous la direction de Denis Péchanski ». Vous êtes l'auteur d'ouvrages qui sont présents ici aussi, fondateurs pour l'histoire sur cette région, notamment Les champs de la Shoah, l'extermination des Juifs en Union soviétique occupée, qui est paru en 2020 chez Passé Composé, et tout récemment le pacte antisémite, le début de la Shoah en Galicie orientale, juin-juillet 1941, qui est paru aussi chez Passé Composé en 2023. Voilà, je vous laisse tout de suite la parole. Et donc, vous proposez une introduction. Véronique, je crois que vous direz un petit mot. Ensuite, on écoute le récit de Gisèle Flax. Et puis, il y aura un temps de questions croisées en tribune avant, évidemment, un échange avec vous. Merci infiniment. Merci beaucoup, Pauline Dubuisson et toute l'équipe du Mémorial de permettre cette rencontre aujourd'hui avec Madame Gisèle Flax, dont vous le verrez, le témoignage est extrêmement important, car il y a très peu de voix qui existe de ces rescapés de ces régions très à l'est de l'Europe. C'est d'ailleurs pour cela que je vais vous proposer quelques
bornes historiques pour pouvoir accompagner le témoignage de Madame Gisèle Flax. Son témoignage va nous emmener donc sur des territoires bien plus à l'est dont nous avons l'habitude de parler en France. Il s'agit de la Galicie orientale, en particulier de sa ville natale de Przemyśl, qui se trouve actuellement dans le sud-est de la Pologne, puis de Borisław, qui est une bourgade de Galicie orientale qui se trouve actuellement dans la région de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. C'est ce parcours donc de Przemyśl à Borisław que nous allons voir avec Gisèle Flax. Cette Galicie orientale est très particulière au 22 juin 1941. Pourquoi ? Parce que déjà, cette région appartenait jusqu'en 1918 à l'Empire austro-hongrois. Et dans l'Empire austro-hongrois, jusqu'en 1918, les populations juives jouissent de droits civiques qui n'ont pas leur pareil en Europe de l'Est à ce moment-là. Et c'est ça la particularité aussi de ces populations juives qui vont garder cet héritage dans l'entre-deux-guerres et qui vont transparaître d'ailleurs dans l'histoire de la famille de Gisèle Flax. La Galicie orientale, à la suite de la Première Guerre mondiale, bascule en Pologne. Au terme de conflits armés extrêmement sanglants qui opposent plusieurs factions, notamment les troupes polonaises, mais également les troupes d'une éphémère république autonome d'Ukraine occidentale, qui va être défaite. Et donc la Galicie orientale rejoint la République de Pologne jusqu'en 1939. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, la Galicie orientale est une région principalement composée d'Ukrainiens, principalement paysans qui travaillent la terre, d'une population polonaise importante, essentiellement citadine, et qui occupe principalement des postes dans l'administration. Ce sont pour beaucoup des fonctionnaires, mais aussi des propriétaires terriens, et une population juive importante. En Galicie orientale, comme dans le reste de la Pologne, on estime à environ 10% la représentation des Juifs dans la population totale. Cette population juive de Galicie orientale est extrêmement variée, avec des pratiques culturelles, religieuses, linguistiques extrêmement diverses. Évidemment, le yiddish reste une langue importante, mais vous le verrez également, le polonais est aussi la langue de la bourgeoisie juive de ces régions, qui va tenter de s'intégrer à la société polonaise et qui va délaisser peu à peu la pratique de la religion juive. La population juive à l'époque habite principalement dans les villes. Les 2/3 des Juifs habitent dans les villes et composent entre, je dirais, 1/3 et 1/4 de la population citadine. Et néanmoins, 1/3 de la population juive habite également dans les campagnes, mais où elle va représenter un pourcentage assez faible. Il faut vous représenter cette Galicie orientale comme une terre très rurale, où la majeure partie des habitants habitent vraiment des petits villages et sont des agriculteurs. C'est aussi une région très pauvre, mais dans certaines zones, et notamment autour de Borisław, s'est développée une industrie très importante liée à la présence de champs de pétrole qui sont exploités par des familles d'entrepreneurs, et notamment des familles juives, dès la fin du XIXe siècle. Et évidemment, ce sera un but de guerre très important pour les Allemands lors de l'occupation. 1er septembre 1939, la Wehrmacht envahit la Pologne, suivi quelques jours plus tard des troupes de l'Armée rouge, conformément au pacte germano-soviétique qui a été conclu, ce pacte de non-agression, qui contient également des clauses pour le partage de la Pologne entre Berlin et Moscou. La Wehrmacht avance et derrière elle, il y a déjà ce qu'on appelle des Einsatzgruppen. Ce sont des unités dont va s'inspirer Hitler, Heydrich et Himmler pour la constitution future des Einsatzgruppen de l'opération Barbarossa. Ces Einsatzgruppen, très mobiles, suivent cette avancée de la Wehrmacht et ont pour mission d'éliminer les principaux opposants, soi-disant,
au régime hitlérien, mais aussi de combattre tous les soutiens possibles au gouvernement polonais et à la République de Pologne, en premier lieu l'intelligentsia polonaise, mais également l'intelligentsia juive. Les Allemands arrivent en septembre 1939 dans la ville de Przemyśl. Il y a une première occupation qui dure environ 2 semaines, et cette occupation, cette période, concorde avec les fêtes juives. C'est-à-dire, ils sont présents lors de Rosh Hashanah et de Kippour, et ils vont profiter de ces dates pour mener des exactions contre la population juive. Et à Przemyśl, durant cette courte période d'occupation allemande de septembre 1939, environ 500 juifs sont massacrés par des unités d'un Einsatzgruppe. Les synagogues sont profanées. Il y a une véritable atteinte, une véritable agression également contre la religion juive et tous ses attributs. Les livres de la Torah sont brûlés sur la place publique, les synagogues saccagées, profanées. Puis, il y a le retrait de ces troupes allemandes de Przemyśl et du nord de la Galicie orientale, conformément aux clauses territoriales entre l'Allemagne et l'URSS. L'Union soviétique va donc administrer la Galicie orientale pendant 22 mois, jusqu'au 22 juin 1941. Au 22 juin 1941, Hitler lance ses troupes à l'assaut de l'Union soviétique, d'une ligne de front qui part de la Baltique jusqu'à la mer Noire. Et derrière, 4 Einsatzgruppen suivent l'évolution de ces corps d'armée et ont également pour mission d'éliminer ce qu'ils appellent les agents du judéo-bolchevisme. Dès le 22 juin 1941, les premières cibles civiles et de la Wehrmacht et des Einsatzgruppen sont les Juifs, principalement les hommes juifs, mais pas seulement. Ces Einsatzgruppen ont pour mission, et cette mission, elle se retrouve dans les lettres adressées par Heydrich au chef des Einsatzgruppen, ils ont pour mission de provoquer des pogroms sur toute cette ligne de front, des pays baltes jusqu'à la Galicie orientale, jusqu'à la Bessarabie. Ces pogroms doivent être menés sans que l'on puisse remonter aux Allemands. Il faut que tout cela paraisse naturel. L'idée est de correspondre à un narratif nazi selon lequel cette attaque contre l'Union soviétique est une guerre défensive, que les troupes allemandes viennent libérer les populations locales du joug judéo-bolchevique, et qu'en réponse, la population locale, d'elle-même, se déchaîne contre la population juive. Évidemment, ces pogroms vont être largement documentés par les troupes allemandes elles-mêmes et les Propagandaabteilung, donc vraiment les troupes de propagande de la Wehrmacht. Photos, vidéos sont prises et sont ensuite diffusées dans les cinémas en Allemagne, parce qu'il convient de montrer que la population locale s'en prend à la population juive et que finalement il y a une sorte d'unité qui se crée à l'Est contre le judéo-bolchevisme. Ces pogroms vont faire environ 20 000 victimes juives durant les toutes premières semaines de l'opération Barbarossa, rien que pour la Galicie orientale, qui nous intéresse aujourd'hui. À Borislav, le pogrom a lieu entre le 1er et le 3 juillet 1941. Par la suite, la Galicie orientale bascule dans le gouvernement général de Pologne. À partir de novembre 1941, les fusillades massives de la population juive commencent dans le district Galizien, donc en Galicie orientale. Une toute première fusillade massive a lieu donc en novembre 1941 à Borislav, où plus de 1500 juifs, hommes, femmes et enfants, sont fusillés. Par la suite, la population juive va être regroupée dans un ghetto. Une des particularités de la Galicie orientale, c'est qu'il y a eu à la fois des fusillades massives contre la population juive, mais également des déportations vers le centre de mise à mort de Belzec, et notamment à l'été 1942, où environ 8000 juifs sont déportés à Belzec et exécutés. Par la suite, le ghetto va continuer à exister en même temps que des camps de travaux forcés. Il y a évidemment toute une main-d'œuvre dont les Allemands ont besoin pour exploiter cette industrie pétrolière. Et c'est en juin 1943 que le ghetto de Borislav sera liquidé
Les quelques travailleurs juifs qui restaient seront par la suite envoyés soit à Mauthausen ou soit au camp de Płachow. Voilà, c'était pour vous montrer un petit, pour vous donner quelques repères historiques concernant la Galicie orientale. Maintenant, je vous invite à écouter le témoignage de Madame Gisèle Flax, qui est extrêmement précieux, je le rappelle, parce que extrêmement rare, et il nous est livré à hauteur d'enfant, et c'est quelque chose de vraiment très important. Merci encore, Madame Gisèle Flax, de nous faire l'honneur d'être ici parmi nous aujourd'hui. Bonjour d'abord, nous sommes heureux de vous voir aujourd'hui. Voilà. Avant de commencer, merci à Madame Dubuisson pour sa présentation et merci à Marie Moutier-Bitan qui, avec son livre, nous a permis d'étayer toute l'histoire de Gisèle. Pour la petite histoire, comme ça vous le savez, je connais Gisèle depuis que je suis enfant. C'est la meilleure amie de ma maman. Et quand j'allais dans le magasin de Gisèle, c'était une bijouterie, je voyais une fée avec des perles. Et pour moi, c'était la plus jolie fée de la terre. Un jour, ma mère est revenue d'une de leurs petits goûters autour d'un café. Et elle m'a dit, tu sais, Gisèle, elle a vécu sous terre, en Pologne. Je lui ai demandé si elles avaient changé la vodka avec les Nespresso, mais non. Et elle m'a dit, si, je te jure, elle a vécu sous terre. Gisèle a écrit à la main tout son témoignage que vous allez écouter maintenant, qui est le même et l'unique témoignage est la manière dont elle le donne. Donc il n'a pas été complété par les recherches que nous avons faites après. Ça s'appelle pour nous l'éthique du témoignage. Puisque quand on témoigne beaucoup et qu'on est en interaction avec d'excellents historiens, on a tendance à rajouter dans son témoignage des éléments qu'on a entendus. Si c'est le témoignage de Gisèle, tel qu'il est, tel qu'elle l'a écrit, et tel qu'elle le donnera tout le temps. Je suis la directrice pédagogique de l'association Pédagogie et Formation. Nous intervenons depuis 2019 auprès des collégiens, des lycéens, mais nous travaillons aussi avec la protection judiciaire de la jeunesse et nous intervenons auprès de jeunes sous main de justice, c'est-à-dire en centre éducatif fermé, en centre ouvert et en accueil de jour. Et Gisèle se déplace. C'est une particularité, c'est que nous allons là où sont les gens. Le témoignage de Gisèle, elle le donne à tout le monde, donc on est ravis, grâce à votre invitation, de pouvoir le faire ici. Je ne prendrai plus la parole. Le discours de Gisèle, le récit de Gisèle va se dérouler et vous verrez en arrière-plan effectivement des documents qui viendront éclairer certaines phases, puisque depuis 2019 et même avant, j'ai essayé de reconstituer toute l'histoire de Gisèle, partant du témoignage d'une petite fille qui ne savait ni lire ni écrire. Donc, historiquement, il a fallu tout redéployer. Je vais demander au monsieur de la régie de pouvoir lancer le premier, et puis nous allons rentrer dans une histoire. D'abord, bonjour tout le monde. Je suis née à Przemyśl le 27 janvier 1935. En 1939, la guerre a commencé. Mon papa est parti en France en 1938. Quand mon papa est parti en France, ma maman et moi, nous sommes allés habiter chez mes grands-parents à Borislav, en Ukraine, en attendant que papa vienne nous prendre. Parce que à cette époque-là, on ne pouvait pas prendre sa famille si on ne savait pas
les subvenir à leurs besoins. Donc, mon père est parti pour trouver du travail et puis on devait le rejoindre. Malheureusement, la guerre a éclaté en 1939 et les Allemands, en ce moment, ont décidé que tous les Juifs devaient remettre les fourrures. Ils avaient besoin de fourrures. Mon grand-père a caché un manteau qui était fourré à l'intérieur de la fourrure et son chapeau de vendredi soir. Mes grands-parents étaient très religieux. Malheureusement, on nous a dénoncés. Les gestapistes sont venus, 2 gestapistes sont venus, et ils sont allés directement trouver le sac où les objets étaient cachés. Au moment de partir, ils ont dit de prendre mon grand-père et ma grand-mère. Mais ma maman a dit à sa maman, j'irai à ta place, je n'ai pas pour longtemps, ce soir on se reverra. Et les 2 gestapistes ont pris ma maman, ils se sont éloignés, je ne sais pas, ils sont restés pendant un moment. Entre-temps, ma grand-mère me dit, va dire au revoir encore à ta maman. Moi, j'ai couru vers ma maman a couru vers moi. Malheureusement, les 2 gestapistes, ils avaient des fouets, des cravaches en cuir. Ils ont donné des coups à ma mère. Elle a commencé à hurler. Moi, j'ai attrapé peur. Je me suis enfuie. Et c'est la dernière image que j'ai vue de ma maman. Je ne l'ai plus jamais revue. Ma grand-mère, voyant que ma maman ne revenait pas, ni son mari, elle est tombée malade. Je ne sais pas combien de temps qu'elle est restée. Elle avait une maladie que je ne sais pas laquelle, mais c'est que je peux dire que tous les jours, j'allais chercher des sangsues. On chauffait un verre, on mettait la sangsue dans le verre et on posait le verre avec la sangsue sur le corps de ma grand-mère. Je ne sais pas combien de temps que ça a duré. Malheureusement, au bout d'un certain temps, elle est décédée. Je suis allée encore au cimetière. Je ne sais pas, c'était sur un chariot. Tout le long du chemin, il y avait les Polonais, les Ukrainiens, je ne sais pas, qui nous insultaient, qui crachaient sur nous. On a fait le plus vite qu'on pouvait parce qu'on avait très peur. Quand la cérémonie était finie, je suis rentrée,
j'étais tout seul. Heureusement qu'il y avait des voisins qui ont pu s'occuper, parce que, entre-temps, j'avais une tante Lucia, qui venait de perdre son mari suite des bombardements qui a eu lieu. Ça fait qu'elle n'a pas su se déplacer directement, mais après le décès de ma grand-mère, elle est venue me chercher. Je suis restée un certain temps chez elle. Les rafles ont commencé. Il y avait une des rafles, donc on allongeait les gens le long du mur et les enfants ne pouvaient pas exister, les vieillards ne pouvaient pas exister, les handicapés ne pouvaient pas exister. À un moment donné, ma tante me fait signe de me cacher dans un endroit que je ne sais pas à quoi ça servait, mais qui était à côté de sa maison. C'était un endroit qui était sans fenêtre, où il faisait comme de la boue à l'intérieur. Il y avait juste une entrée. Et je me suis cachée dans un coin jusqu'à quand les Allemands sont repartis. Heureusement que ma tante n'a pas été arrêtée, ni sa fille. Sa fille avait 13 ans, elle s'est fait passer pour 16 ans. Je pense qu'elle a fait un peu de... avec les partisans. Ah, tante Lucia faisait partie d'un réseau de partisans. Et je suis allée de chez elle, chez un couple qui était je l'ai appris après que c'était des partisans. Je suis restée pas longtemps chez eux parce que je sentais que c'était des gens qui avaient très peur. Je suis allée chez une dame âgée, une Polonaise. Et vous savez que les Polonais qui cachaient les Juifs, on les exterminait directement et parfois les familles. Je suis restée combien de temps, je ne sais pas, mais elle m'a appris à faire des prières. Tous les soirs, je devais me mettre à genoux, faire ma prière. Le dimanche, j'allais à l'église. Et elle cachait aussi d'autres Juifs qui étaient au grenier, parce que le soir, on les attendait, qui parlaient. Et au bout d'un certain temps, elle a eu peur, elle n'a plus voulu me garder. Et les partisans sont revenus me chercher. Combien de temps que je suis restée chez eux, je ne sais toujours pas. Ensuite, chez la Polonaise avec la petite fille. Je suis allée chez une Polonaise que ma tante connaissait, soi-disant qu'elle était une très bonne amie de ma maman. Elle lui a apporté tout ce qu'elle pouvait, une très belle robe, un collier et du pain. Elle avait une petite fille qui allait à l'école. Elle ne pouvait pas savoir
que j'étais chez elle, parce que les enfants, ça parle, donc elle ne pouvait pas savoir. Et chez elle, j'étais cachée derrière une garde-robe qui formait un triangle, et on a enlevé le fond de la garde-robe, comme ça, si quelqu'un regardait, je pouvais me mettre pour me cacher entre les vêtements. Et comme la petite allait à l'école, elle me faisait faire toutes sortes de travaux. Ma nourriture était des épluchures de pommes de terre, c'est tout ce que je pouvais avoir. Et dans cette même maison où elle était, il y avait un frère de ma maman qui avait un petit bébé. Ils se sont cachés et le bébé a pleuré et ils ont été arrêtés. Ça fait que je connaissais l'endroit et la maison, puisque avec ma maman, on allait régulièrement là, de ce côté-là. Qu'est-ce qu'elle demandait, la polonaise? Comme je vous disais, mes grands-parents et la famille étaient très religieuses. Ma maman, pas. Elle n'était pas religieuse du tout. Comment est-ce qu'on l'appelait, Gisèle? On l'appelle la Goya. Et c'est que ma grand-mère m'a toujours dit de prendre bien soin des livres, tout ce qui était religieux. Et cette polonaise me faisait faire le feu, et je devais déchirer ces livres pour faire le feu. Et comme j'avais tellement peur, parce que ma grand-mère m'a dit il faut prendre soin, il faut ne pas les abîmer, et moi j'étais en train de les déchirer, et j'ai eu très peur qu'il m'arrive quelque chose de mal. Et quand la petite fille revenait de l'école, je ne sais pas, à l'époque, les enfants allaient que dans la matinée à l'école, mais les après-midi, la petite fille restait à la maison. Alors moi, j'étais cachée derrière la garde-robe, et la petite fille, elle restait à la maison. Parfois, la maman était là, parfois, elle était toute seule, jusqu'à quand elle allait se coucher. Je restais derrière la garde-robe. Et je dormais dans la cuisine. On a fait un lit où je dormais. Et en Pologne, il y avait des édredons très épais. Et comme j'étais une petite fille de quel âge je pouvais avoir, peut-être 5 ans et demi, ça ne se voyait pas quand j'étais couverte. Et ça a duré comme ça pendant un certain temps. À un moment donné, la polonaise faisait venir tous les soirs des Allemands. Et à partir de ce moment, elle a sûrement eu peur aussi. Elle ne voulait plus me garder. Un jour, elle m'a dit, maintenant, tu dois partir parce que je ne peux plus te garder. Et un jour, elle m'a mis à la porte. Et dans cette rue, pas loin, il y avait un bâtiment où il y avait où les gestapistes se réunissaient, les Allemands se réunissaient.
Et il y avait une petite ruelle. Et elle m'a dit d'aller vers la direction où il y avait les gestapistes. Et je ne sais pas ce que j'ai eu. Je suis restée un moment et j'ai pris le petit chemin qui menait sur un marché. Et là, je me suis mis entre des personnes, des femmes, pour ne pas montrer que je suis tout seul. Et ma chance était que j'étais blonde, parce que les Allemands aimaient les blondes. Donc, j'étais parmi les gens qui étaient blondes. Et j'ai volé, entre parenthèses, une pomme et une carotte parce que j'avais faim. J'ai essayé de rester un tout petit peu sur le marché, mais j'avais peur. Je me suis cachée un peu plus loin dans un bâtiment que j'ai revu quand je suis allée en Ukraine en 2017. Ce bâtiment existe toujours, parce que quand j'ai écrit le livre, j'ai mis le bâtiment était grisâtre. Et il y avait des portes cochères où je me suis cachée comme je pouvais. Puis, à un moment donné, je suis sortie et j'ai longé tout le long des bosquets. Je ne sais pas ce qui est passé. De loin, j'ai vu 2 hommes. Et c'était un des partisans où je suis allée tout à fait au début avec un autre homme. J'étais tellement contente de les voir. Je suis allée de nouveau chez eux. Ils m'ont cachée pendant quelques jours dans la destruction des puits de pétrole. Voilà, c'était là où j'étais cachée pendant mais qui était presque détruit, parce que celui-là, il est encore bien. Il est encore bien. Il n'y avait que le bas. Le bas qui était debout. Voilà. J'étais cachée là. Et de là, je suis partie dans un camp de travail où ma tante Lucia, qui était comme cuisinière dans ce camp, avec sa fille. Nous sommes partis la nuit. Quand je suis arrivée vers le camp, on devait faire attention parce qu'il y avait des miradors. Alors, entre les fils barbelés, on m'a glissé. Quand le mirador passait, j'étais bien à plat. Puis quand ça faisait noir, je me glissais tout doucement. C'est comme ça que je suis rentrée dans le camp dans la nuit. Dans ce camp, les femmes étaient séparées et les hommes étaient séparés.
Donc, je suis allée avec ma tante et sa fille chez les femmes. Le lendemain, donc, elle est allée travailler. Et vous savez que les Allemands étaient très méticuleux. Tous les jours, ils faisaient des inspections. Le premier jour, on m'a caché en dessous du lit. Il y avait une inspection, il y a un Allemand qui est venu avec un chien. Et je ne sais pas. Je voyais ce chien s'approcher de moi. Et à un moment donné, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a fait un bruit. Et l'Allemand, quand il a entendu ce bruit, il s'est enfui pour voir. Et ma tante était là. Elle m'a pris d'en dessous du lit, elle m'a mis ailleurs, parce qu'elle avait peur que l'Allemand revienne. Donc, il fallait me trouver une autre cachette. En face où les femmes se trouvaient, il y avait un endroit où se trouvait un cabinet médical pour les Allemands, pas pour les Juifs. Hein. C'était pour les Allemands. Et dans ce cabinet, il y avait un petit endroit où on a fait un faux plafond. Il y avait un faux plafond où je pouvais être assise ou couchée. Je ne pouvais pas me mettre debout. Et il y avait une petite ouverture. Naturellement, un Allemand est venu de nouveau faire une inspection. Et il a vu, au plafond, il y avait une petite ouverture. Ça l'intriguait. Et vous savez, avec ce qui me faisait terriblement peur, c'était aussi les bottes des Allemands. Ils faisaient un bruit qui me faisait très peur. Et il faisait un aller, je le voyais aller, venir. Et pour moi, c'était une éternité. Je pense que je ne savais même pas si je savais respirer, tellement que j'avais peur. Il est parti. Ma tante est venue me rechercher. Après, j'ai été de nouveau cachée dans un double plafond où il n'y avait que des enfants et des vieillards. Et il y avait un couple, leur fils était capot. Et les Allemands savaient que les parents se trouvaient quelque part cachés dans le camp. Et ils ont dit à ce capot, si tu nous dis où sont tes parents, ils vont être sauvés. Et au bout d'un certain temps, ce capot nous a dénoncés. Et la première chose que les Allemands ont fait, ont tué les parents. Et nous, on nous a emmenés dans une espèce de cave. Et ma tante,
elle avait son beau-frère qui était le chef de ce camp. Il travaillait pour les Allemands et il faisait en même temps, il essayait de sauver les Juifs. Et ma tante l'a supplié de me sauver. Je suis sortie, mais il y avait une petite fille qui était un peu plus grande que moi. Et elle me dit, regarde le ciel comme il est bleu, parce que c'est la dernière fois qu'on va le voir. Moi, je suis sortie, et la petite est restée. Après, j'ai été cachée. Où les femmes ont accouché des bébés. Les Allemands ont découvert. C'est un spectacle horrible. On jetait les bébés contre les murs. Les mamans étouffaient leurs enfants. C'est quelque chose que j'ai difficile à expliquer. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Et je ne sais pas. Il y a une de maman. Il y avait, je ne sais pas si c'était une armoire en bois ou en carton, je ne sais pas. Comme j'étais petite, elle m'a dit, cache-toi derrière cette armoire où je me suis cachée. Ils ont sorti toutes les femmes, le petit cadavre, et moi je suis restée. Je ne savais pas parler, j'étais vraiment très mal. Et ma tante est venue encore me rechercher. Après, on m'a mis chez les hommes, caché, et de là, on ne savait plus où me cacher. Et les hommes, c'était un camp de travail, donc les hommes sortaient tous les jours pour travailler. Et on m'a mis dans un sac à dos. Les hommes étaient bien autour pour qu'on voit le moins possible. Et c'est vrai que quand ils partaient, ils faisaient encore, comme ils partaient très tôt, il faisait encore noir. À un moment donné, je ne sais pas, ils m'ont sorti du sac, ils m'ont jeté pas loin d'une forêt, et là, ils m'ont dit, tu restes jusqu'au soir, on viendra te chercher. Là, j'étais cachée dans des buissons. J'ai pu manger beaucoup de mûres. Il y avait pas mal de... C'était la saison de mûres. Je ne sais pas quelle saison ça... Au printemps. Et c'est vrai, j'ai entendu
jusqu'au soir, et des partisans. Et je dois dire qu'on ne parlait pas assez des partisans, parce que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à eux. J'aimerais bien qu'on en parle un peu plus de ces gens, parce qu'ils ont sacrifié leur vie pour que moi, je sois là. On a marché toute la nuit, et là, j'ai vécu pendant presque 2 ans en dessous de la terre. Les hivers étaient horribles. On ne pouvait pas sortir pour ne pas laisser des traces. Il y avait de l'humidité. On n'avait rien pour se soigner. En été, quand il faisait beau, on pouvait sortir. Moi, j'ai attrapé mes jambes pleines de pus. Et ma grand-mère, il paraît que j'étais un garçon manqué quand j'étais petite. Et quand je jouais, je revenais toujours avec des petites blessures. Et elle me soignait avec des feuilles de néflier. Et je me suis rappelé que ma grand-mère m'a dit ça. Et j'avais plein de pus. Et j'ai cueilli ces feuilles. Je les ai mis sur mes plaies. Et c'est comme ça que je me suis guérie. On n'avait rien pour se soigner. Qu'est-ce que vous mangez? On se nourrissait avec du maïs qu'on donne aux poules. Et comme il y avait beaucoup d'humidité, ça devenait mou. Et on se nourrissait, c'était rationné, parce que l'hiver était difficile. Il n'y avait personne qui osait venir. On n'avait que la bonne saison pour que quelqu'un puisse venir nous donner à manger. Quand on se promenait, j'ai vu pas mal de cadavres dans la forêt, où les corbeaux picotaient les cadavres. Au bout de ces années, on a vu de loin un paysan qui travaillait et sifflotait. On trouvait que ce n'était pas normal. Alors il y a un des autres, parce que je dois dire que j'ai été à 3 endroits différents. Le premier endroit, on était beaucoup. Au deuxième endroit, il y avait moins. Et le troisième endroit, on était très peu. Mais on était plus vers le bord de la forêt. C'est comme ça qu'on a pu voir les champs et les paysans qui travaillaient. Alors, il y a un des hommes qui est allé demander. Il nous a dit que la guerre était finie. Mais on se méfiait. Et en même temps, il a demandé si ils avaient à manger. Et il nous a donné un demi-pain. Mais c'était des très grands pains qu'on faisait. On a eu à manger, puis je ne sais pas combien de temps il y a un comité qui s'est organisé et on est venu nous chercher. Là, on nous a donné dans le troisième, il y avait une tente
que j'ai retrouvé Esther avec son mari, qui était le frère de ma maman, et sa fille. Et elle était très mauvaise avec moi. Je ne sais pas pourquoi. Elle en voulait à ma maman. Je ne sais pas pour quelle raison. Et elle était très, très méchante avec moi. Et comme c'était de la famille, j'étais obligée de rester avec eux. Le comité s'est organisé, on nous a donné un endroit pour habiter. Eux dormaient dans un lit, moi, je dormais par terre. Et pendant un certain temps, je suis devenue mendiante parce qu'eux ne travaillaient pas. Eux restaient à la maison. Et quand je rapportais rien, c'était des coups. Quand je rapportais quelque chose, ils en profitaient et moi, je recevais pas grand-chose. Ça a duré comme ça un certain temps. Et il y avait une femme juive très gentille avec moi. C'était l'hiver. Elle me faisait toujours, tout ce qu'elle pouvait me donner, c'était du thé pour que je puisse me réchauffer. Et un jour, j'avais pas de bonnes chaussures. Elle avait un petit garçon et j'ai volé ses chaussures. Jusqu'à aujourd'hui, je le regrette. J'ai caché ces chaussures et quand je recevais beaucoup, je mettais de côté pour avoir pour le lendemain, pour ne pas avoir des coups. Et je ne sais pas, il y a un bonhomme le lendemain, un monsieur très bien habillé, qui me dit, si tu ne remets pas les chaussures, je t'amène à la police. J'ai attrapé peur. J'ai été rechercher ces chaussures et je les jetées et je me suis enfouie. J'ai jeté les chaussures quand je suis arrivée chez la bonne femme et j'ai eu très peur. Et je ne sais pas combien de temps que je suis restée là. Puis nous sommes partis en train. Il faisait beau parce que c'était des trains des animaux découverts. Où je suis passée, je ne sais pas très bien. Je pense que ça devait être la Tchécoslovaquie en ce moment. Je pense parce que il me semble quand il parlait, je comprenais quelques mots en polonais. Mais je ne sais pas l'endroit. Combien de temps que je suis restée là, je ne sais pas. Parce que d'abord, les femmes enceintes partaient, puis les femmes avec des bébés, des plus petits, puis des personnes âgées, et puis des enfants. J'avais en ce moment 9 ans. Pour aller en Allemagne, dans un camp
tenue par la Croix-Rouge américaine. Et moi, j'ai toujours dit, j'ai toujours crié après la libération que mon papa était en France. Mon papa était en France. Et j'ai subi une opération aussi dans ce camp. Je suis restée jusqu'à 1947, presque 2 ans. Là, j'étais tellement petite que, comme j'avais 9 ans, on m'a fait passer pour 6 ans, parce que jusqu'à 6 ans, on recevait une double ration de lait, de riz, enfin. Donc, en 1947, au bout de 2 ans à peu près, on a retrouvé mon papa en France. Et cette tante Esther, le jour de mon départ, elle était dans son lit. Son au revoir était « Je voudrais être une mouche pour entendre tout ce que tu vas dire sur moi. » Et je n'ai jamais parlé. Je n'ai jamais rien dit. J'ai gardé ça pour moi. Parce que j'avais peur qu'un jour je devrais retourner chez eux. Parce qu'après la libération, ils sont partis en Israël et ils écrivaient comme si rien n'était. Et moi, je pleurais. Mais comme je ne savais pas parler le français, ils croyaient que je pleurais parce que j'étais triste de les quitter. Non, j'avais peur de retourner chez eux. C'est pour ça que je pleurais. Et donc, j'ai roulé toute la nuit. Le lendemain, j'ai retrouvé mon papa. Et j'avais une drôle de sensation parce que je me demandais, je l'ai quitté quand j'avais 3 ans. Et quand j'allais le retrouver, j'avais 11 ans. Moi, je l'ai reconnu. Il m'a reconnu aussi. Et c'était des moments de joie. J'ai été très heureuse de retrouver mon papa. Et j'ai toujours espéré de retrouver ma maman, parce que je ne savais pas comment elle est morte en ce moment. Voilà mon histoire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous avez vu qu'il y a certains éléments qui éclairent l'histoire de Gisèle, qui ont été reconstitués après grâce aux recherches et puis grâce au travail de Marie, qui est venue conforter ce que j'avais retrouvé. Gisèle a longtemps cru que sa mère avait survécu à la Shoah. Je la laisse reprendre, comme ça elle a un peu de temps pour reprendre. Et quand je parlais avec elle, elle me disait... je regardais toutes les vieilles dames, puisque c'était l'âge de ma maman, et je courais derrière elles, et j'allais regarder les visages, parce que c'était peut-être ma maman. Donc, j'ai pu reconstruire avec les éléments l'histoire du grand-père et de la mère de Gisèle, qui ont sans doute été amenés au camp de travail forcé de Borislav, qui était un énorme camp. Ce n'est pas un camp comme on imagine quand on a été à Auschwitz ou à Dachau, on a une vision des camps, c'était... en fait, des bâtiments existants, des énormes bâtiments sur un énorme périmètre qui appartenait à une compagnie pétrolière, la Carpathian Oil.
Et les Allemands l'avaient utilisé, ils l'ont ceinturé, ils ont mis des miradors, ils ont mis des fils barbelés, et c'est devenu un camp de travail forcé, duquel partaient les gens pour travailler. J'ai pu reconstituer avec d'autres témoignages que ce camp de travail, il y avait des travailleurs qui travaillaient pour une usine à savon, qui avait été installée aux abords du camp, puisque, comme vous savez, les Allemands arrivaient, installaient un camp de travail forcé, raflaient les gens qui étaient dans la ville, les exténuaient par le travail, les éliminaient comme ça, et puis il y a des entreprises qui venaient s'installer, où ils travaillaient pour les autres entreprises. Ils ont malheureusement sans doute attrapé le typhus, et ils ont fait partie de cette fameuse élimination en novembre 1941. Je n'ai pas trouvé de traces d'entrée de la maman de Gisèle dans le camp, alors qu'il y avait un registre. Je trouve des traces de Lucia, je trouve des traces d'autres Flax, mais pas la maman de Gisèle, ni le grand-père qui avait peu de chances de survivre. Hein. Les Allemands éliminaient les vieillards et les enfants, donc ils ne gardaient que les gens qui pouvaient produire une force de travail. Et donc la maman, c'est pour ça que j'ai mis la carte des lieux d'exécution autour de Borislav, a été exécutée dans une des 3 clairières qui sont identifiées encore à Borislav, je pense, avec des stèles, enfin des toutes petites stèles, hein, pas des grandes stèles, ils font des toutes petites stèles, voilà, qui signalent les charniers en fait. Et donc Gisèle a appris que voilà, sa maman était morte dans sa ville, puisqu'on ne déportait pas les gens, hein, sauf quand Belzec a été ouvert en 1942, les gens mouraient dans leur ville. Les gens étaient dans le ghetto, dans leur ville, mouraient dans leur ville, étaient exécutés dans leur ville, et voyaient leur ville dans laquelle ils étaient nés et dans laquelle ils allaient mourir. Alors il y a un élément qui a fait état d'une recherche avec Gisèle, parce que comme vous le savez, elle livre son témoignage comme ça. Je n'ai trouvé qu'il y a 2 mois qu'elle avait été dans le camp de Vorenvelt. Elle ne savait pas qu'elle était à Vorenvelt. Vous voyez comme elle le dit. Je lui demandais, Gisèle, ça ressemblait à quoi? Et elle me disait, il y a des maisons blanches. Donc j'ai fait toutes les banques de données, enfin beaucoup, pour retrouver dans quel camp il y avait des maisons blanches. Vorenvelt, j'ai des photos en couleur, a des maisons blanches. Et elle me disait, il y a autre chose, dans le camp, il y a un avion écrasé. C'est ça, hein, Gisèle? Oui. C'était quoi cet avion? Racontez un petit peu, c'est extraordinaire. C'est un avion qui était détruit, où les enfants, quand on était dans ce camp, on allait, enfin surtout les garçons, allaient jouer. Moi, j'avais peur de loin, je le voyais. Et j'ai expliqué, il y avait une très grande plaine et au milieu, il y avait un avion. Mais je ne sais pas où ça se trouvait. Et donc, elle a fait, c'est incroyable, c'est incroyable. Moi, avec un avion, j'avais des chances d'y arriver quand même. Hein. Donc oui, j'ai fait les banques de données en essayant de retrouver d'où étaient partis les survivants de Borislav. J'ai trouvé un témoignage aux États-Unis d'une dame qui explique qu'elle est sortie d'un des tunnels. Il restait 3 tunnels sur 19. Les 19, 3 sur 19, tous les autres ont été dénoncés par les Ukrainiens, soit par les Polonais, soit les Allemands les ont trouvés. Les gens étaient sortis des tunnels, exécutés sur place. Ce qui explique que Gisèle voyait des cadavres partout. Dès qu'ils sortaient des tunnels et qu'il faisait beau, ils voyaient des cadavres, parce qu'il y avait d'autres tunnels qui avaient été découverts. Et cette dame disait qu'à la sortie des tunnels, il n'y avait plus rien à Borislav pour les Juifs. C'était plus possible de rester. Il n'y avait plus rien, plus de maison, plus de commerce, plus rien. Et donc, ils sont partis en train pour le camp de déplacés de Vorenvelt. Donc, j'avais une piste. Et donc, j'ai commencé à chercher tous les documents photos. Et je remercie David Bayer, qui n'existe plus, qui est mort, très heureux, aux États-Unis, très âgé, qui a pris une photo avant de partir à l'immigration aux États-Unis. Lui et ses amis se sont photographiés devant l'avion du camp de Vorenvelt. Parce que le camp de déplacés était à côté d'un aéroport militaire qui avait été bombardé par les Alliés. Et effectivement, il y avait des carcasses d'avions. C'est comme ça que j'ai pu remonter la piste et dire à Gisèle où elle avait été, puisqu'elle ne savait pas où elle avait été. Et donc voilà, les petites choses font les petites choses. Et puis le livre de Marie qui décrit extraordinairement bien des éléments de l'histoire de Gisèle, puisque Marie décrit le pogrom de Borislav, et Gisèle expliquait qu'elle était dans la maison de son oncle, mais qui était gardée par une Polonaise.
Donc vous savez que lors des pogroms, on déboulait dans les appartements, on tuait, on blessait les Juifs, on volait tout, et on prenait carrément parfois leurs maisons, leurs appartements. C'est ce qui est arrivé. La famille de l'oncle de Gisèle, dont j'ai retrouvé les traces, a donc été emmenée ou exécutée, et la maison a été occupée par une Polonaise. Et Gisèle a vécu dans la maison de son oncle, avec une Polonaise. Donc tous les éléments que Marie expliquait historiquement, en fait, venaient éclairer le témoignage de Gisèle, qui est d'une précision extraordinaire. Voilà, je me tais, je laisse la parole. Merci beaucoup, Gisèle, pour ce témoignage extrêmement précieux. Vous avez entendu le témoignage d'une personne qui a survécu et dans quelles conditions. J'aimerais juste revenir sur justement ces conditions de survie et de sauvetage, où, comme on vous l'a rappelé, dès novembre 1941, hommes, femmes et enfants juifs sont exterminés. C'est-à-dire que pour s'échapper d'un lieu de fusillade ou d'un ghetto ou d'un camp de travail, c'est possible. Mais comment survivre ensuite ? Dans un environnement hostile, dans un environnement où les Juifs n'ont tout simplement plus le droit d'exister, en dehors de quelques camps de travaux forcés. Et c'est pour ça d'ailleurs que Gisèle se retrouve en camp après s'être enfuie, parce qu'il faut bien survivre à un endroit. Et souvent on me pose la question, mais pourquoi les Juifs ne se sont pas révoltés, pourquoi ils ne se sont pas enfuis ? Mais tout simplement parce qu'ils sont dans un environnement aussi extrêmement hostile et antisémite, où les dénonciations sont permanentes, où le danger est absolument partout. Gisèle, vous avez passé beaucoup de temps dans ces souterrains en forêt, et une des questions que je me posais, c'est est-ce que vous connaissiez certaines personnes qui étaient avec vous dans ces souterrains, peut-être des voisins ou des... Non, non. Je ne connaissais personne, sauf à la fin, la famille, Esther et Lonek, qui étaient là. Et comme c'était de la famille, j'étais obligée d'être avec eux. Mais je ne connaissais personne. Est-ce qu'il y avait d'autres enfants comme vous qui étaient là ? Oui. Il y avait des enfants, des personnes âgées et des personnes jeunes aussi. Et est-ce que certaines personnes prenaient en charge les enfants, je veux dire, et s'occupaient ou... Non. On faisait attention pour les enfants, hein. Ça oui, on faisait attention, hein. Mais on ne s'occupait pas. On était des étrangers, hein. Non, on ne s'occupait pas. Mais on me donnait à manger, ça oui. On était enfermés, on était sur le lit tout le temps. C'était pas une vie, c'était... On ne savait, on se disait parfois des petits mots, mais pas grand-chose. Et comme enfant, on devait toujours se taire. On ne pouvait pas parler. Parce que les adultes avaient sûrement peur qu'on parle en tant qu'enfant. Donc, on devait se taire. La plupart du temps, je me taisais. D'ailleurs, c'est quelque chose qui m'est resté. Mon histoire, je n'ai jamais parlé à personne, sauf à mon mari, naturellement. Mais il n'y a personne qui a su ce que j'ai vécu pendant des années. Parce que il fallait se taire, ne pas parler. Et là, la plus grande chose qui reste, c'est la peur. C'est toujours la peur. Ça m'est resté jusqu'à maintenant. Je ne supporte pas quelqu'un qui me suit, par exemple. Je m'arrête et je le laisse passer. C'est ça qui m'est resté.
Est-ce qu'il y a des questions parmi vous? Si vous vous levez, vous avez une grande voix, ça va aller. Bonjour. Bonjour, merci pour votre témoignage. J'ai plutôt une question pour Madame Marie Moutier-Pitan sur les partisans, parce que je ne comprends pas exactement quel était leur rôle et est-ce que c'était des résistants comme on l'entend en France. J'ai vu que c'était plutôt des communistes, mais quel était leur rôle et est-ce qu'ils ont fait pour sauver les Juifs et est-ce qu'ils ont été reconnus comme justes? Alors, ce sont des partisans soviétiques, donc communistes. Ils sont principalement dans les forêts biélorusses, tout simplement parce que la Biélorussie a ces forêts très denses qui permettent justement le déploiement d'une clandestinité. Ils sont en lien permanent aussi avec Moscou. Ce sont des partisans communistes. Mais il y a des unités qui se trouvent également dans l'ouest de l'Ukraine, principalement en Volhynie, mais également dans les environs de Borislav, dans les forêts, en fait, là où il y a des forêts. Et ces partisans combattent, leur principale mission est de combattre l'occupant allemand, et certains d'entre eux ont pu jouer un rôle dans le sauvetage de juifs locaux, et notamment certaines brigades de partisans juifs, comme les frères Bielski, ce que montre le film Les Insurgés avec Daniel Craig. Là, il s'agit vraiment d'une unité de partisans juifs qui a véritablement contribué au sauvetage de plusieurs centaines de juifs en Biélorussie occidentale, autour de la ville de Novogrodeck. D'autres partisans, unités de partisans soviétiques, vont accueillir par exemple des détenus du ghetto de Minsk. Mais pas tout le monde. C'est-à-dire que ces partisans soviétiques, ces unités, vont accueillir principalement des gens en âge de combattre et qui disposent déjà d'une arme. Donc vous voyez, ils ne sont pas en train d'accueillir des familles, contrairement à quelques exceptions comme les frères Bielski ou encore ces unités où se trouvait Madame Gisèle Flax à la fin de la guerre. J'ai peut-être une information. Moi, j'ai retrouvé, parce que Gisèle parlait de gens qu'il avait sauvés, ça me semblait tellement fou. Marie est historienne, moi pas, donc des gens qui ont sauvé. D'habitude, on connaît des gens qui dénoncent, mais les gens qui ont sauvé, voilà. Et donc, c'est en allant sur des témoignages d'autres personnes que j'ai trouvé donc 2 témoignages qui ont été remis à Yad Vashem, dans lesquels effectivement ils donnent la trace de ces partisans. Apparemment, ils étaient une vingtaine. On parle de 19, entre 19 et 20. J'ai retrouvé plusieurs noms dans une liste. Et ils ont tous, soit ils sont morts parce qu'ils ont été dénoncés, puisque Gisèle a fait plusieurs tunnels, et il restait, à mon avis, qu'un seul tunnel, le sien, qui est arrivé jusqu'en 1945. Les autres ont été dénoncés, et ils ont été exécutés, en fait. C'est parce que les soviétiques, je pense, reprenant la main, n'ont pas voulu garder des gens qui savaient se battre dans les forêts, qui avaient appris à... Ils ont tous été exécutés. Donc, ils n'ont pas survécu à la guerre, en fait. Par les soviétiques, oui, oui. Oui, je pense. Oui, ils n'ont pas laissé des gens qui étaient capables de résister et qui avaient été des gens extraordinaires. Mais ils n'étaient pas nombreux. Que des hommes, apparemment, que des très jeunes, entre 18 et 22 ans. J'ai quelques dates de naissance et ils n'ont pas survécu à 45. Voilà. Enfin, je pense qu'il faudrait... Enfin, il va falloir que je vérifie quelques archives. Mais alors, juste pour replacer donner un élément de contexte, dans cette région, à la fin de la guerre, le combat se poursuit parce qu'il y a également des forces de nationalistes ukrainiens qui se retrouvent dans ces forêts. Donc il y a des combats aussi entre ces partisans soviétiques, des factions de l'armée rouge et des, on va dire, nationalistes ukrainiens qui, eux, combattent pour une Ukraine indépendante. Voilà. Donc il y a des combats qui se poursuivent même jusqu'en 1947. Dans ces régions-là. Donc, ce qui pourrait aussi expliquer, peut-être, ces exécutions qui peuvent être aussi le fruit de ces tensions entre factions armées. Merci, mesdames. Merci, Madame Flax.
Je voulais savoir à quel moment vous avez décidé de témoigner. Est-ce qu'il y a eu un facteur déclencheur pour témoigner, puisque vous vous êtes tu, avez-vous dit. Je voulais savoir si vous aviez appris les raisons pour lesquelles votre tante avait été si peu sympathique, si vous aviez eu connaissance a posteriori des raisons pour lesquelles elle n'avait pas eu, avait montre de peu d'empathie. Voilà mes 2 questions. Merci. Est-ce que vous avez su pourquoi Esther était si méchante? Non. Non, je ne l'ai jamais su. Je ne l'ai jamais su. Je ne l'ai jamais su. Et je vais vous dire quelque chose que j'ai... Quand on a reçu le pain du paysan, elle a caché pour le lendemain, elle a caché ce pain où elle dormait en dessous de sa tête. Et c'était comme ça. Il y avait des lits comme ça et des lits comme ça. Moi, j'étais là. J'ai volé le morceau de pain. J'ai volé. Le lendemain, elle a fait comme ça pour voir s'il y avait des miettes. Elle n'a pas trouvé. Elle n'a pas trouvé. Et elle était certaine que c'était moi. J'ai dit non, c'est pas moi. Quand je suis allée en Israël en 1957, donc 47-57, 10 ans, Tante Lucia était en Israël, elle a survécu avec sa fille, et Esther a survécu. Je suis allée en Israël et je veux quand même lui dire bonjour. Je me suis dit, elle aura peut-être changé. Je rentre, je ouvre la porte. Il y avait un petit corridor, elle était dans la cuisine. Moi, je suis près de la porte. C'est toi qui as volé le pain. J'ai dit oui. C'est moi qui ai volé le pain. C'est pour vous dire comment elle était. Comment j'ai dû vivre à côté de ça. Et d'Israël, elle écrivait comme si rien n'était. Et moi, je pleurais parce que j'avais peur de retourner chez eux. Je ne comprenais pas le français, ce qu'on disait. Elle écrivait en polonais et on me lisait parce que moi, je ne savais pas écrire ni rien. J'ai commencé à aller à l'école à 12 ans. J'étais en 2e primaire. CE1, CE1, oui. CP, CE1. Elle est arrivée en CE1. Quand j'ai commencé à raconter, écoutez, c'est ma belle-fille qui n'est pas juive. Elle m'a demandé que j'écris l'histoire pour mes petits-enfants, qui sachent d'où ils viennent. Et j'ai écrit comme je parle, parce que je n'ai été à l'école que 8 ans et demi, je n'ai pas fait des études. Et comme la maman de Véronique, je la connaissais, elle me demande si elle pouvait lire ce que j'ai écrit. J'ai dit oui. Alors elle a dit, est-ce que je peux le donner à Véronique, qu'elle le lit? J'ai dit oui, pourquoi pas. Et c'est comme ça que le livre a été
Et c'est comme ça que c'est en 2018 ou 2019 que j'ai commencé. Sinon, je n'ai pas parlé, sauf à mon mari qui était au courant. Je n'ai jamais parlé de mon histoire. Je ne pouvais pas parler. Oui. Ah, d'accord. Pourquoi Gisèle a parlé à son mari, c'est ça? Sa réaction à Arié. Écoutez, lui aussi, il a souffert. Il a aussi souffert, alors moi j'ai souffert. On se parlait, il n'y a que lui qui savait mon histoire. Bonjour madame. Voilà. Merci pour votre témoignage qui est très poignant, qui m'a ému au plus profond. J'aimerais savoir comment votre papa a survécu à la Shoah à Paris. Il n'a pas été à Paris, mon papa. Mon papa a été en Suisse. D'accord. Avec sa sœur et ses 2 enfants. Et il est revenu avec sa sœur. Et normalement, je devais rester en France avec la sœur de mon papa. Elle avait 2 fils. Elle voulait avoir une fille, mais elle est tombée très malade. Elle a été soignée à l'hôpital Saint-Louis parce qu'on ne savait pas quelle maladie elle avait. Moi, je l'ai vue quand j'ai retrouvé mon papa. Et mon papa s'occupait de sa sœur. Et tous les jours, il allait au marché chercher les légumes, la viande, parce qu'il voulait qu'elle mange ce qu'on faisait à la maison. Et j'allais à l'hôpital avec lui. Et malheureusement, à cause de ça, je suis venue en Belgique, parce que je devais aller à l'école. Mais elle est décédée, cette tante. Ça fait que comme j'ai commencé l'école, je suis restée en Belgique. Et mon papa est resté en France. Mais il venait en Belgique et moi j'allais en France. Bonjour. Bonjour madame. Alors j'ai un commentaire à dire et après j'ai une question. Alors ma arrière-grand-mère, elle était aussi dans une... comme vous, elle était une résistante, mais en Russie. Donc peut-être vous pouvez un peu raconter. Vous connaissez l'histoire des résistants en Russie ou non? Non. Malheureusement. Oui, je connais parce que par la lecture, mais non. Ok. Et donc j'ai une question. Quand vous êtes arrivé en France, est-ce que vous êtes senti antisémitisme ou comment c'était pour être juive en France les années quand vous êtes arrivé? En 1947, je ne savais pas ce que c'était l'antisémitisme. Je ne savais pas. Je ne connaissais rien. Je ne connaissais absolument rien. Donc je ne savais pas ce que ça voulait dire, ce que c'était. Non, je n'ai pas senti ça. Mais les gens étaient gentils ou... En France, je n'ai vu que mon papa et l'hôpital et quelques connaissances de mon papa, c'est tout. Mais en Belgique, je n'ai pas senti l'antisémitisme. J'ai eu très difficile à l'école. Je m'expliquais avec mes mains ou avec des dessins. J'ai fait énormément de bêtises parce que je ne savais pas ce que c'était une école. Je ne savais pas, par exemple, l'encre. J'ai fait des bêtises avec l'encre parce que je ne savais pas ce que c'était. Et mes plus belles années que j'ai passées, c'était
quand j'étais à l'école. C'était mes plus belles années. Et je n'ai pas senti l'antisémitisme. Ce que Gisèle ne dit pas, c'est qu'elle m'a montré ses cahiers, elle a gardé ses cahiers et ses bulletins. Et elle travaillait merveilleusement bien. Superbe écriture, extraordinaire point pour une petite fille qui est arrivée sans parler, sans savoir la langue. Ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle était une grande sportive, qu'elle faisait partie de l'équipe, c'est de volley ou de handball quand vous étiez à l'école? Basket. Ah, basket, carrément. Je suis à côté de la plaque. Basketball. Gisèle c'était Gisèle. Voilà, je ne sais pas expliquer autrement. En fait, Gisèle espère pouvoir rester avec son papa, mais sa sœur est très malade et il faut absolument qu'elle aille à l'école, donc il l'envoie chez son frère qui habite en Belgique. Les familles étaient très splittées dans toute l'Europe. Et donc, ils disent, écoute, tu vas faire ta rentrée scolaire, hein, au moins comme ça tu récupères. Et elle n'est jamais repassée la frontière. Mais je vous rassure, elle est française. Merci Madame pour votre témoignage, c'est vraiment très émouvant. Je voulais savoir si encore aujourd'hui vous faites des cauchemars la nuit sur ce que vous avez vécu, ou vous en rêvez, enfin. Non, je ne fais pas de cauchemars, non. Simplement la peur. La peur est restée, mais le cauchemar, non. Non, non. Je pense, comme j'ai appris comment maman est décédée, il m'arrive de pleurer souvent, que je n'ai pas pu vivre, parce qu'une maman, ça ne se remplace pas. Non, non, je n'ai pas de cauchemar, non, non. Oui, bonjour. Oui. Et merci beaucoup. Et je voulais savoir, quand vous étiez comme ça, sous terre, Oui. est-ce qu'avec les autres enfants, il y avait quand même... Vous jouiez avec les autres Non. enfants? Il n'y avait aucun jeu? Oh non, oh non. Jamais? Ah non. Non, on pouvait. Oh non. Il n'y avait pas de jeu, il n'y avait rien. Rien? Rien du tout. Rien. On restait dormir ou se reposer ou rien. Non, non, il n'y avait pas de jeu. Je crois qu'il faut remettre ça aussi dans un contexte où ils ont tous très très faim. Ils sont affamés. Non. Non, ils sont affamés, ils sont dans le noir. Il y a de l'eau qui coule, hein, Gisèle. Hein, il y a de l'eau qui coule le long des parois en boue. Et voilà. Ils sont en état de survie et de léthargie. Vous avez vu les hivers en Ukraine maintenant? Mais ben, on a vécu comme ça. Il n'y a pas de jeu. On a vécu comme ça. Parfois, je me pose la question, moi-même, aujourd'hui, comment? Je ne comprends pas. Parce que j'ai été en 2017 en Ukraine, et le marché que je me suis sauvée est devenu un parc maintenant. Et j'ai revu une partie en Ukraine. Oui. Madame, bonjour. Je vous remercie de votre témoignage très, très émouvant. Vous venez de nous dire que vous êtes allée en Ukraine. Oui, en 2017. En 2017. Est-ce que vous pouvez nous faire part de ce que vous avez ressenti lorsque vous étiez là-bas? Là, j'étais mal. Là, j'étais très mal. Parce que je voulais voir la maison avec la petite fille et la femme, où mon oncle est... J'ai pas pu aller jusqu'à là. Je suis restée... J'étais très mal. J'étais très mal en Ukraine. Et les gens n'étaient
On s'adressait à des personnes âgées, plus qu'à des jeunes. Ils n'étaient pas très aimables. Ils n'étaient pas très aimables à cette époque. Non, j'étais pas bien. Quand j'étais là, j'étais pas bien. J'ai revu tous les endroits où j'ai été cachée. Non. Racontez un petit peu, Gisèle, quand vous êtes rentrée dans le camp, comment vous avez fait pour retrouver... On ne vous a pas beaucoup aidé pour rentrer dans le camp, hein? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez un petit peu. Il y avait des barbelés, c'est ça, hein? Vous pouviez Oui, pas rentrer, oui. hein? Non, non, non. Qu'est-ce que vous avez fait? Ben, elle est rentrée quand même. Voilà. Elle est rentrée quand même. Donc, tout est racheté par des propriétés privées. C'est devenu privé maintenant, tous ces camps. Les Ukrainiens ont acheté. Et il y en a un que j'ai visité où il y avait des chiens, 3 chiens, des chiens danois, là. Des bergers allemands? Non, c'était grands danois, là. Oui, Et puis un deuxième qui était, la façade était bien. Et le troisième où je suis rentrée, où c'est là que j'étais cachée, qui était délabré. Voilà. Oui. Non, là, j'étais pas bien. Est-ce que vous... Merci infiniment de votre courage. Est-ce que vous êtes allé en Ukraine pour essayer de compléter le livre? C'était pour ça? Non, j'ai cherché toujours ma maman. J'ai toujours cherché ma maman. Je suis allée en Pologne, à Przemyśl, pour ma maman. Puis je suis allée en Ukraine pour ma maman. J'ai toujours cherché ma maman. Et je me suis adressée à pas de bonnes personnes. J'ai mal cherché. J'ai mal cherché parce que je ne connaissais rien. Bonjour madame, merci beaucoup pour votre témoignage très touchant. Vous témoignez aujourd'hui auprès... C'est moi qui parle. Vous témoignez aujourd'hui auprès des jeunes générations et je voulais savoir quelles étaient leurs réactions aujourd'hui d'entendre ce témoignage et cette histoire. C'est formidable. C'est formidable parce qu'ils sont à l'écoute. Et j'ai des relations vraiment formidables avec les enfants. Tout se passe très, très, très bien. Et j'en ai fait pas mal. Oui. J'en ai fait pas mal. On voyage beaucoup. Oui. Non, qu'en France. En Belgique aussi. Oui, quelques-uns. En Belgique aussi. Hein. Quelques-uns. Oui, non. Tout se passe très bien. Je n'ai rien à dire. Je confirme, puisque moi je suis la dame qui appuie sur... voilà, donc je la laisse. En général, il y a une file pour avoir des bisous. Donc ils font la file de là jusque là. Et David Peters, qui nous accompagne et qui est le dessinateur, peut témoigner, je n'invente pas. Ils attendent tous un bisou de Gisèle. Et en général, ils pleurent dans les bras de Gisèle. Et voilà, et donnent des bisous et leur dit « Travaillez bien, réussissez bien vos examens, c'est important. » Ils font « Oui, madame, oui, madame. » Tous, il n'y en a pas un qui ne le fait pas. Voilà, les garçons et les filles. Voilà, c'est comme ça. Oui, bonjour. Donc déjà, je voulais vous remercier. Je m'appelle Gisèle, comme vous, en fait. C'est bien, c'est bien. Je voulais vous poser une question. Quand vous avez eu des enfants vous-même, oui. Si vous avez une belle fille, comment vous avez fait pour être maman alors que vous n'aviez pas justement eu cette relation maternelle avec votre maman ou avec vos tantes? Ça n'a pas été trop difficile de savoir comment l'être avec vos enfants, une maman?
J'ai un fils. Mais je crois que je l'ai élevé normalement. C'est vrai que on est très complices, mon fils et moi. J'ai été, je crois, une bonne maman. Ah oui. Non, tout s'est bien passé. J'ai 3 grands petits-enfants. Non, tout s'est bien passé. Je n'ai jamais raconté ça, l'histoire à mon fils. Je n'ai pas voulu. La seule chose que je voulais, qu'il voie que des belles choses. Quand il était petit, je voulais qu'il ne voit pas de vilaines choses. Je n'ai pas bien fait. J'ai été appelée chez une psychologue et elle m'a dit que c'est pas bien ce que je fais. Et j'étais pas contente, naturellement, mais c'est elle qui avait raison et moi j'avais tort. Et parce que dans la vie, il y a des bonnes choses et il y a des mauvaises choses. Et on doit connaître les bonnes choses et les mauvaises choses. Et c'était pas bien qu'il ne voit que de belles choses. Voilà. Mais sinon, tout allait bien. Merci. Merci pour votre intervention. Moi, je voulais revenir un petit peu en arrière. Quand vous êtes allé en Ukraine, oui. Vous avez dit que vous avez posé des questions à des gens d'un certain âge, donc qui... En Israël? Non, en Ukraine. En Ukraine. Et même en Pologne, mais que les gens n'étaient pas du tout sympas. Et moi, je voulais savoir si c'était parce qu'ils étaient antisémites ou si c'était la peur de devoir restituer, parce que tout à l'heure, vous aviez dit que les maisons ont été tout de suite spoliées quand les Juifs sont partis. Donc, est-ce que c'était la peur aussi que vous réclamiez, par exemple, la maison de votre oncle on demandait... On est allé, un exemple, celui qui... Le guide. Il dit, tiens, on va aller voir le curé de l'endroit, et lui saura peut-être des choses plus que les autres. Alors, c'était sur le coup de midi, il n'était pas à la maison. Alors, on a demandé à des personnes à quelle heure il vient, où on peut le trouver. C'est des questions comme ça qu'on posait. Donc, ils ne savaient pas pourquoi. Donc, ce n'était pas de l'antisémitisme, mais la seule chose, on le demande, et il faisait avec la tête, l'air de dire « fiche-moi la paix ». Voilà. Mais ce n'était pas du côté de l'antisémitisme, non, non. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour ce témoignage à la fois très émouvant et très instructif, très intéressant. J'aurais 2 questions. Est-ce qu'au moment du partage avec le pacte germano-soviétique, est-ce qu'il y a eu des déportations par les soviétiques, des familles juives, par exemple, qui travaillaient dans le pétrole? Est-ce qu'autour de vous, il y a eu des personnes déportées en... Ça, il faut demander. Parce que parfois... Pas à moi. De façon paradoxale. Je ne savais pas à cet âge-là, non. À 4, 5, 6 ans. Ça, non. Et une autre question par rapport dans la région où vous étiez, est-ce qu'il y avait une partie qui a été donc population juive tuée par balle et une autre déportée à Belzec, ou est-ce que c'est vraiment la zone géographique où vous êtes, où la plupart ont été tués par la Shoah par balle? Est-ce que c'était vraiment lié à cette région, ou est-ce que c'était aléatoire le fait d'être déporté à Belzec? Parce que dans la région de Lviv, par exemple, chez la famille de ma mère, tout le monde a terminé à Belzec.
mais c'était la ville. Donc, est-ce que c'est plus petites villes qui ont été plus victimes de la Shoah par balle ou pas? Enfin, comment ça se fait? Est-ce qu'il y a des explications ça, c'est l'historienne. Voilà, pardon. Ça, c'est l'historienne. Qui pour les deux? Merci beaucoup. Alors, je vais peut-être répondre. Alors, pour la première question, oui, il y a des déportations organisées par les soviétiques, principalement en juillet 1940, où des juifs réfugiés de Pologne occidentale sont, grosso modo, pour moitié déportés vers la Sibérie parce qu'ils ont refusé des passeports soviétiques. Ils voulaient garder leur passeport polonais parce qu'en fait, avec un passeport soviétique, vous n'avez pas le droit de quitter l'Union soviétique. Donc, dans leur idée, c'était de pouvoir soit fuir vers la Roumanie, puis ensuite la mer Noire, et migrer vers la Palestine ou les États-Unis, ou bien pouvoir éventuellement retourner en Pologne sous occupation allemande. Mais ce refus de passeport soviétique a fait que la moitié de ces juifs réfugiés, donc en Ukraine de l'Ouest ou en Biélorussie occidentale, ont été déportés vers Sibérie dans des conditions épouvantables. Mais l'ironie du sort fait qu'une partie d'entre eux ont survécu à la Shoah par le biais des déportations staliniennes. Néanmoins, il y a aussi des juifs qui ont été réprimés par le NKVD et déportés parce qu'appartenant à la classe bourgeoise, vous faisiez mention de ces industriels polonais et juifs qui exploitaient les gisements de pétrole autour de Borislav et de Drogobych, mais certains d'entre eux ont en fait été recrutés par les soviétiques et ont continué à administrer ces gisements de pétrole. Et d'ailleurs, lorsque les Allemands sont sur le point d'arriver, les Soviétiques proposent à certains d'entre eux, en plus d'être évacués avec le reste de l'armée soviétique, et certains refusent en pensant qu'ils pourront aussi établir ce genre d'accord avec les Allemands, en se disant en plus que les Allemands vont avoir besoin de leur expertise en matière de gisements de pétrole, et ainsi être épargnés. Et la majorité d'entre eux ont été massacrés début juillet 1941 à Borislav et Drogobych par principalement les Ukrainiens locaux, en fait, et qui s'en sont pris de manière publique, et ils l'ont énoncé comme ça, aux patrons, aux ingénieurs. Et ils défilaient dans les rues en disant « on a tué tel ingénieur, tel ingénieur, tel ingénieur ». Voilà, pour vous retracer un petit peu l'histoire de ces industriels juifs de cette région de Sronitsa, Borislav et Drogobych. Concernant la déportation vers Belzec, c'est une des spécificités de la Galicie orientale, donc vraiment des régions actuelles de Lviv, une partie de la région de Ternopil et d'Ivano-Frankivsk. Il y a des déportations vers Belzec, mais simplement dans une période de temps donnée. Donc c'est vraiment printemps-été 1942 jusqu'à novembre 1942, on va dire. Mais dans ce laps de temps, il y a tout de même des fusillades qui sont organisées. Il y a eu des fusillades avant, comme je vous l'ai dit, à partir de novembre 1941, il y a des fusillades très massives dans ce district galicien. Et après également, la plupart des liquidations de camps de ghettos se font aussi par fusillade. Et ne perdons pas de vue que pendant ces opérations de déportation vers Belzec, disons pendant 2 trimestres de 1942, les fusillades ont aussi lieu pendant ces opérations. C'est-à-dire que les personnes âgées, les enfants, etc., toutes les personnes qui ne sont pas considérées comme aptes à se déplacer ou à être déplacées sont fusillées soit aux abords des gares, soit dans les ghettos, soit dans les cimetières juifs, etc. Donc les fusillades sont permanentes dans cette région. Et à ça s'ajoute, comme pour certains membres de votre famille, donc des déportations vers Belzec, mais pas seulement pour les villes. Il y a certaines populations des villages qui sont regroupées dans les ghettos des villes et ensuite déportées vers Belzec. C'est la carte que vous pouvez trouver sur Holocaust by Bullets. Donc c'est un site internet qui recense les endroits où on a eu des fusillades, et les points bleus sont en attente de vérification. Donc c'est une carte interactive qui change et qui est mise à jour avec des confirmations, des archives, etc. Mais on voit
on voit l'étendue des massacres et des fusillades. C'est un site, pour ceux que ça intéresse, en anglais évidemment, c'est un site américain, mais où on retrouve beaucoup d'archives concernant les fusillades. Et c'était intéressant parce que Gisèle parle d'une période, on en parlait avec Marie ce midi, qui est l'angle. Marie, vous avez dit l'angle mort. Oui. Voilà, je vous laisse la parole, parce qu'on a discuté de ça en fait ce midi. Oui, c'est tout un pan de cette histoire donc des fusillades à l'Est qui sont très peu connues en France, tout simplement parce que l'ouverture des archives s'est faite assez tardivement, à la fin des années 90 avec la chute de l'Union soviétique. Et on connaît aussi cette histoire grâce aux travaux du père Patrick Desbois de l'association Yahad Inunum, pour laquelle j'ai travaillé pendant une dizaine d'années, et certains de mes collègues sont ici également présents. Et vous avez vu cette carte interactive donc, qui a été produite par cette association. Ce sont les points rouges comme les points bleus, ce sont des sites de fusillade des Juifs en Europe de l'Est, vraiment entre 41 et 44. Donc, c'est-à-dire que les fusillades, elles, comme je vous l'ai dit, elles continuent pendant les actions de déportation vers les centres de mise à mort. Ça permet de se rendre compte, parce que quand on parle à des adolescents, je pense qu'Alexandre, qui travaille aussi, et Marie, voilà, en général, pour eux, la Shoah, c'est 42 et les camps. Donc parfois, au début, il y a des ados qui demandaient à Gisèle, et vous étiez dans quel convoi? Et donc on devait expliquer que Gisèle n'a pas été dans un convoi. Donc on doit réexpliquer toute une partie qui est le début de cette tragédie. Parce que nous, de notre côté, en Europe occidentale, on pense à 1942. Donc pour nous, c'est Auschwitz, Birkenau, Dachau, Dorai, Mauthausen, etc. Et on a oublié, parce qu'on ne l'a pas appris, attention, ça, les pays de l'Est. Et ces je endroits. rappelle que c'est un tiers des victimes de la Shoah. Ah voilà. Donc merci. environ 2 millions de victimes juives. Voilà, c'est énorme. C'est énorme, oui, oui. Et c'est pour ça que... Le dire, c'est bien, mais montrer la carte... Alors, on montre souvent, grâce à Marie, l'extraordinaire travail qu'elle a fait, puisque son livre, je pense que je ne pourrais même pas le montrer, tellement il y a des ratures et des bouts et des machins, puisqu'elle a permis vraiment de pouvoir densifier au niveau historique l'histoire de Gisèle. Et Gisèle me disait toujours, ils vont jamais me croire. Vivre sous terre, ils vont croire que je suis folle, que j'invente. Déjà qu'on lui avait appris à se taire, donc elle n'a pas parlé. Elle disait, les gens vont me prendre pour un, Gisèle, c'était une de vos angoisses. Les gens vont jamais me croire. Donc, voilà. Le but, c'était pour montrer que tout ce que Gisèle a dit était vrai. Tout. Il n'y a pas une chose qui n'est pas juste. Elle ne peut pas dire les noms et les moments, parce qu'elle ne savait pas lire et pas écrire. Pas de notion du temps, elle ne savait pas lire une montre. Pour ça, elle dit, je suis restée quelque temps, mais je ne sais pas combien de temps. Je trouve que c'est très précieux d'avoir un témoignage bien précis, bien clair. Et nous venons après amener des éléments. Mais Gisèle, elle, c'est ce qu'elle a vécu. Voilà, c'est important. Et alors, je ne remercierai jamais Marie Bitan pour son travail et le travail qui a été fait. Parce que Gisèle me disait quelque chose, elle me disait, mon grand-père, il avait un moulin. Je me disais, un moulin? Les Juifs, ils n'ont pas de moulin. Ils n'ont rien, alors ils n'ont pas de moulin. Grâce au travail de Marie, on a pu retrouver le moulin, et alors c'est merveilleux parce que Gisèle, dans ses archives, elle a quelque chose de très précieux que je vais vous montrer parce que je ne l'ai pas montré tout à l'heure. Je vous présente Abraham Flax, propriétaire d'un moulin à Sosnica. Voilà. Et il possède des terres, et le papa de Gisèle était marchand de chevaux. Et il était propriétaire terrien, il louait ses terres. Des marchands de chevaux et marchands de bétail. Voilà. Et Gisèle a des photos de son papa à cheval. Donc on a retrouvé tous les éléments que... C'est mon papa, quand il est parti de Pologne, il a amené, d'ailleurs j'ai les photos de mariage de mes parents. Ça, c'est les photos de Gisèle. Voilà. C'est mon papa et ma maman. Il était beau, mon papa. Voilà. C'était magnifique. Et ça, c'est une photo qu'il avait emportée. Et ça, c'est une photo de moi quand j'avais peut-être 3 ans. Un peu plus. Ou peut-être un peu plus. 4 ans et demi, oui.
C'est avant qu'il part en France. Et j'ai retrouvé d'autres photos mais qui ne sont pas de la famille de Gisèle. Ça, c'est la photo de la famille Wolinski, qui se promène dans une rue de Borislav en 1935. Donc, qui venait confirmer ce que Gisèle disait, belle ville commerçante avec une bourgeoisie juive. Vous voyez la maman, son amie et les 2 enfants. Et l'histoire de la famille Wolinski est inscrite sur le panneau. Donc, ça venait aussi confirmer par d'autres sources l'importance de la vie de Borislav. Ville très, très commerçante, avec une belle bourgeoisie. Et les familles ont été décimées. Toujours, hein. Elle n'a pas changé, non. Et elle ressemble à ça. Voilà, elle n'a pas changé. Enfin, si, c'est comme ça qu'on a pu trouver des éléments, mais c'est ça, Borislav, aujourd'hui. Vous voyez au loin le début des Carpates, et donc les forêts. Les forêts et les lieux d'exécution. C'est une ville que de forêts, de forêts, de forêts. Quand est-ce que vous avez su que votre maman était morte, Gisèle? Est-ce que c'est tante Lucia qui vous l'a dit ou votre papa? Non, je ne sais pas à quelle période. Je ne sais pas à quelle période. Non, puisque je pensais toujours la retrouver. Oui. Elle a toujours pensé la retrouver. Je pensais toujours la retrouver. Longtemps. Très longtemps. Très longtemps. Oui, c'est quelque chose qu'on ne sait pas remplacer. Merci beaucoup, Gisèle, pour votre témoignage. Merci.